Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer avec le chapitre 3 et on va être sur la partie 3, donc la dernière partie de ce chapitre. Dans cette vidéo, on va parler du chiffrement moderne, donc chiffrement symétrique et asymétrique, et on va mentionner ce qu'est le hachage. Donc dans le chiffrement moderne, en fait, on s'est rendu compte que le chiffrement classique a atteint ses limites, puisque le secret d'un message va reposer aussi sur le secret de l'algorithme et de la clé. Et ça pose des problèmes, puisqu'il suffit que l'algorithme de chiffrement soit connu pour pouvoir casser le message et retrouver le message en clair sans en connaître la clé. Et donc, en fait, dans le chiffrement classique, on se base finalement sur la sécurité par l'obscurité, chose qu'on ne veut pas. Et en plus de ça, on a l'amélioration des technologies de calcul qui vont permettre de casser ces chiffrements plus rapidement et donc finalement de ne plus avoir cette sécurité, donc cette confidentialité de nos messages. Néanmoins, le besoin de partage de messages de manière secrète n'a pas diminué, il continue à exister malgré que le chiffrement classique ne puisse plus être utilisé. De plus, il y a eu de plus en plus de découvertes mathématiques qui ont été faites au courant des siècles derniers. Et c'est grâce à ça que le chiffrement moderne est arrivé. Alors, la base du chiffrement moderne va se baser sur des principes qui sont les principes de Kirchhoff qui ont été énoncés en 1888 par Kirchhoff lui-même, qui disait le système doit être matériellement, sinon mathématiquement indéchiffrable. Il faut qu'il n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. Alors ici, Kirchhoff parlait de la machine ou de l'algorithme qui va permettre de chiffrer ou de déchiffrer. La clé doit pouvoir en être communiquée et retenue sans le secours de notes écrites et être chargée ou modifiée au gré des correspondants. Et il faut qu'il soit applicable à la correspondance télégraphique, puisqu'en ce temps-là, c'était bien le télégraphe qui était utilisé. Il faut qu'il soit portatif et que son maniement ou son fonctionnement n'exige pas le concours de plusieurs personnes. Et enfin, il est nécessaire, vu les circonstances qui en commandent l'application, que le système soit d'un usage facile, ne demandant ni tension d'esprit, ni la connaissance d'une longue série de règles à observer. Ça, c'est les 6 principes de Kirchhoff qui ont été publiés dans le Desiderata de la cryptographie militaire en 1883. Et le principe sur lequel on se base le plus, quand on parle du principe de Kirchhoff, on parle du deuxième. Il faut qu'il n'exige pas le secret et qu'il puisse sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi. Alors, en d'autres termes, finalement, là, on veut dire que la sécurité du cryptosystème ne doit reposer que sur le secret de la clé, et non pas sur le secret de l'algorithme de chiffrement ou de la machine qui permet de chiffrer ou de déchiffrer. Et donc, si la clé est compromise, il suffit de changer la clé pour que les parties puissent continuer à communiquer secrètement à nouveau. Et finalement, le premier type de chiffrement qui est apparu dans le chiffrement moderne, c'est le chiffrement symétrique. Les algorithmes à clé secrète ou symétrique, ici, la clé de chiffrement peut être calculée à partir de la clé de déchiffrement et vice-versa de manière très rapide et facile. Et les clés sont identiques dans la plupart des cas. L'émetteur et le destinataire doivent se mettre d'accord sur cette clé afin d'être utilisée avant tout envoi de message. Par exemple, si je prends Alice et Bob et que Alice va envoyer un message à Bob, Alice et Bob vont d'abord avoir une clé secrète partagée entre les deux, où là, c'est la clé symétrique, la clé secrète. Donc Alice, quand elle va vouloir envoyer le message « Bonjour Bob », elle va prendre ce message, elle va prendre la clé secrète et elle va utiliser une fonction de chiffrement. Et le résultat de cette fonction de chiffrement, c'est ce qui va être envoyé à Bob. Bob, quand il va recevoir ce message chiffré, il va prendre le message chiffré, la fonction de déchiffrement et la clé secrète pour avoir en résultat le message déchiffré. Donc,
en nouveau bonjour peuple. En plus de cela, il y a autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est les principes de Shannon. Donc le chiffrement symétrique va aussi, en plus de se baser sur finalement le principe de Kirchhoff, Shannon, en 1949, a émis certains principes. Les trois principes les suivants, qui sont la distance d'unicité. En d'autres termes, le nombre, donc la distance d'unicité, c'est le nombre minimal moyen de textes chiffrés avec la même clé nécessaire pour pouvoir retrouver la clé de chiffrement sans ambiguïté. Ensuite, on va avoir le principe de confusion. Ici, ça veut dire que c'est le fait de rendre la relation entre la clé de chiffrement et le texte chiffré la plus complexe possible. En d'autres termes, chaque bit du texte chiffré devrait dépendre de plusieurs parties de la clé. Ensuite, on va avoir le principe de diffusion. Ici, on parle de la redondance statistique dans un texte en clair et dissipée dans les statistiques du texte chiffré. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une bonne diffusion ferait que l'inverse, que si on changeait un bit dans le texte en entrée, donc si le bit passait de 1 à 0, ça va changer chaque bit en sortie avec une probabilité de 0,5. En d'autres termes, le changement d'un bit en entrée va changer 50% du texte en sortie. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'avalanche. L'un des premiers chiffrements symétriques qui est apparu, c'est le Data Encryption Standard, chiffrement symétrique moderne, ou DES. Alors le DES a été adopté en 1977 par le NIST et il a été remplacé par l'AES en 2001. Donc le chiffrement symétrique de DES va faire un chiffrement par bloc, où vous avez des blocs de texte clair de 64 bits. Donc il va travailler finalement sur des blocs de 64 bits. En d'autres termes, s'il a un texte, il va partager le texte en blocs de 64 bits, ou 8 octets si vous préférez, et il va utiliser ces blocs de 8 octets pour faire son calcul et son chiffrement. La longueur de la clé secrète est de 64 bits aussi, mais 8 bits de cette clé sont des bits de parité. En d'autres termes, la longueur de la clé effective est de 56 bits, puisque les 8 autres bits peuvent être déduits à partir de ces 56 bits. Et puis, on va construire la fonction de chiffrement comme une combinaison de substitution pour permettre de s'assurer du principe de confusion de Shannon et de permutation pour s'assurer du principe de diffusion. Puis, il va travailler en termes de tours. On va voir ce que c'est que les tours par la suite, mais quoi qu'il en soit, DES va avoir 16 tours. Et la clé de tour, donc la sous-clé, qui est une clé dérivée de la clé secrète, va avoir une taille de 48 bits. Donc dans les grandes lignes, finalement, DES c'est quoi ? C'est qu'il va découper le texte en blocs de 64 bits, puis il va y avoir une permutation initiale des blocs, ensuite on va découper ces blocs-là en deux parties, une partie gauche et une partie droite, et il va y avoir des étapes de permutation et de substitution qui vont être répétées 16 fois, qu'on appelle des rondes ou des tours. Et puis, à la fin de la 16e ronde ou du 16e tour, on va recoller les parties gauche et droite, puis faire une permutation initiale inverse. Si on veut ça d'un point de vue dans un schéma, finalement, on va prendre un bloc de texte clair de 64 bits, on va lui appliquer une permutation initiale, on va le découper en deux sous-blocs, un sous-bloc partie gauche, donc on va appeler G0, qui va être de 32 bits, et un sous-bloc partie droite, D0, qui va aussi être de 32 bits. Puis, on va calculer une fonction f. Alors cette fonction f, à l'intérieur, il va y avoir à l'intérieur des substitutions et des permutations. Donc une substitution et une permutation. La substitution va se faire grâce à ce qu'on appelle des S-box, des boîtes de substitution, si vous préférez. Et donc, en entrée de f, il va y avoir la sous-clé K0 et la partie droite des 0. Et puis, le résultat de cette fonction va être additionné modulo 2 à G0,
Et finalement, D0 va partir en fait, G1 va être égal à D0, hein, et le résultat de cette addition modulo 2 va être finalement le D1. Et tout cela, c'est un tour. Donc on va devoir faire cela 16 tours, donc on va avoir 16 tours, et au dernier tour, on va avoir G16 qui va être égal à D15, et D16 qui va être le résultat de G15 plus F de D15 K15, donc la sous-clé K15. Et à partir de là, on va recombiner G16 et D16, les recoller entre eux pour faire un seul bloc, et on va faire une permutation inverse. Donc, comment on arrive à avoir nos sous-clés finalement? Si on prend la clé d'origine qui fait 64 bits, on va enlever les 8 bits de parité, on n'en a pas besoin. Donc on va avoir 56 bits de clé effective. On va lui appliquer la permutation choix 1. En fait, pour le calcul des clés, il va y avoir l'utilisation de deux fonctions de permutation, permutation choix 1 et permutation choix 2. Donc, au résultat de permutation choix 1, on va avoir un résultat sur 56 bits. On va appliquer à cela une rotation gauche de 1 ou 2 bits, une rotation gauche circulaire de 1 ou 2 bits selon la sous-clé qu'on est en train de calculer. Donc, selon est-ce qu'on est en train de calculer K0, K1, K2, K3, la rotation gauche va être soit de 1 bit, soit de 2 bits. Le résultat va être sur 56 bits et on va lui appliquer la permutation choix 2, donc cette fonction-là, qui va avoir en entrée 56 bits et en sortie 48 bits, qui est la sous-clé K0 pour le premier cas. Et on va continuer à faire cela, donc on va prendre le résultat de la rotation gauche qui va être en entrée d'une autre rotation gauche et qui va partir puis en sortie faire la permutation choix 2 qui va nous donner finalement la sous-clé K15 qui est sur 48 bits. DES va avoir plusieurs avantages, c'est un algorithme qui est facile à implémenter par logiciel et surtout matériel. Il a une vitesse de chiffrement qui est rapide, et le déchiffrement est réalisé par le même algorithme que le chiffrement, donc modifier le plan de génération des clés. Le même processeur, la même carte ou le même logiciel sert à chiffrer et à déchiffrer. On peut finalement, si on voulait déchiffrer, en repartant sur le schéma du chiffrement précédent, il nous suffirait de commencer par en bas. Donc on prend un bloc de texte chiffré, on va lui appliquer la permutation inverse, on va le partager en deux pour avoir G16 et D16, et ensuite on va pouvoir faire les calculs vers le haut jusqu'à arriver à G0, D0, on va les recombiner, faire ensuite la permutation initiale et on va retrouver le bloc de texte clair. Donc c'est comme ça qu'on pourra faire le déchiffrement. DES aussi utilise le principe de confusion et diffusion de Shannon grâce à la permutation et aux substitutions. Et donc, il y a bien un effet d'avalanche. Donc, chaque petit changement dans le texte clair entraîne un changement dans la moitié du texte chiffré. Néanmoins, on a arrêté de l'utiliser parce qu'il a certaines faiblesses et des inconvénients. L'une d'entre elles, c'est la longueur de la clé. Cette petite clé semble constituer la seule faiblesse de DES, puisqu'on a des clés de 56 bits, et donc il est possible de faire, avec les moyens actuels, de faire une recherche exhaustive et de retrouver la clé secrète en des temps suffisamment petits pour pouvoir déchiffrer le message et que ce soit qu'on puisse dire finalement que l'algorithme DES est cassé. Dans tous les cas, la sécurité du DES semble reposer sur ces S-Box, les boîtes de substitution dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a été montré que tout autre choix pour ces boîtes aurait conduit à un algorithme plus vulnérable face aux attaques différentielles et linéaires. Et vu que DES avait une clé qui était trop petite, qui était relativement petite
et donc qu'on arrivait à retrouver la clé secrète assez rapidement avec l'amélioration de la technologie et des puissances de calcul, il y a eu des alternatives qui ont été proposées. On a le double DES, ou DES à deux clés, qui va utiliser finalement deux clés, K1 et K2, pour calculer Y est égal à f de K2, 2f de K1, 2x. Et une recherche exhaustive va nécessiter donc l'exploration de 2 à la puissance 56 fois 2, donc 2 à la puissance 112 possibilités, puisqu'on doit vérifier K1 et K2. Néanmoins, en réalité, l'attaque de type rencontre au milieu montre qu'il suffit de 2 à la puissance 57 opérations pour casser un tel chiffrement. Et d'où la création du triple DES. Le triple DES utilise 3 clés distinctes en gardant le mode, donc je chiffre, je déchiffre, puis je rechiffre. Et ça va nous donner finalement quelque chose de ce style. Y va être égal à f de K3, l'inverse de f de K2, de f de K1, de x. Et donc la recherche exhaustive va nécessiter 2 à la puissance 128 tentatives et 2 à la puissance 46 blocs mémoire. Et si on avait K1 est égal à K2 est égal à K3, finalement on va se retrouver sur un DES simple, puisque si on regarde ici, on va avoir f de K1 de x, et on va lui appliquer, si c'est K1 ici, l'inverse de f avec la clé K1 de x. Et donc là, on va se retomber comme résultat à x, puis f de K3, donc f de K1 de x. Donc on revient sur finalement un DES simple. Le problème de ce triple DES, c'est qu'il est lent. Imaginez finalement le DES, ce qui est bien dans cet algorithme-là, c'est qu'il est rapide pour le chiffrement et le déchiffrement. Néanmoins, si on fait un triple DES, ça veut dire qu'on va chiffrer une première fois, puis déchiffrer, puis rechiffrer avec une autre clé. Donc on chiffre avec une première clé, déchiffrer avec une deuxième clé et rechiffrer avec une troisième clé. Et donc finalement, là, on va se retrouver sur quelque chose de 3 fois plus lent que le DES normal. Et c'est pour cela que finalement le DES n'est plus utilisé depuis au moins 2001, puisque maintenant c'est l'AES, l'algorithme AES qui est utilisé à sa place. Alors il y a d'autres algorithmes de chiffrement symétrique qui existent, que je vais juste citer comme ça. Vous avez AES, vous avez IDEA, et ainsi de suite. Et le chiffrement symétrique va avoir des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que il est rapide, que ce soit pour le chiffrement ou le déchiffrement. Par contre, il va avoir comme inconvénient le partage de clés secrètes. Donc, comment arriver à partager une clé secrète, puisque on doit avoir soit un canal de communication qui soit sûr, qui soit secret, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir un canal de communication secret, ou que les entités qui veulent communiquer entre elles puissent se voir dans la vraie vie pour se partager ces clés secrètes. Et là, finalement, on arrive à un problème de comment je vais faire pour avoir une clé secrète partagée entre deux utilisateurs, deux entités, dans le cas où ces entités-là sont loin l'une de l'autre et qu'ils ne peuvent pas avoir de canal sécurisé. Un autre problème, c'est le grand nombre de clés à gérer. Donc si on a n personnes dans notre système, il faudra n fois n-1 divisé par 2 clés secrètes. Et si on prenait par exemple juste 10 personnes, il va falloir 45 clés dans le système. Et si on avait 100 personnes, ce qu'il nous faudrait, c'est 450 clés secrètes pour tout le système. Et vous imaginez bien que ça va nous prendre de l'espace pour gérer toutes ces clés. Et finalement, à cause des inconvénients du chiffrement symétrique, il y a eu l'apparition du chiffrement asymétrique, puisque l'un des principes de Kershove, il énonce que la sécurité doit reposer uniquement sur le secret de la clé. Mais en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on ne veut pas que quelqu'un puisse déchiffrer un message qui a été chiffré. Quelqu'un qui n'a pas le droit
de déchiffrer le message puisse le déchiffrer. Et donc, on s'en fout finalement que quelqu'un puisse chiffrer le message. Et c'est comme cela que l'idée des systèmes à clé publique est apparue. On s'est dit que finalement, n'importe qui peut chiffrer un message, mais seule la personne qui a le droit de déchiffrer le message a l'information nécessaire pour déchiffrer le message. Et c'est là qu'il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle des clés publiques pour le chiffrement et des clés privées pour le déchiffrement. On a l'exemple de la vie réelle qui est la boîte aux lettres. Donc une boîte aux lettres, réellement, c'est n'importe qui peut mettre une lettre dans la boîte aux lettres, mais seule la personne qui possède la clé de la boîte aux lettres peut ouvrir la boîte aux lettres et récupérer le courrier qui est à l'intérieur de cette boîte aux lettres. Un autre exemple qu'on utilise quotidiennement, c'est la messagerie électronique. N'importe qui peut envoyer des emails à votre adresse mail, mais seul vous pouvez ouvrir votre boîte mail et récupérer les emails qui ont été envoyés, puisque finalement, les emails sont envoyés, avant d'être envoyés, sont chiffrés avant d'arriver à la boîte mail et ils vont être déchiffrés une fois arrivés dans votre boîte mail. C'est vrai que tout ça se fait de manière transparente pour vous, mais c'est ce qui se passe derrière. Et donc, dans le chiffrement asymétrique, si on prend Alice et Bob, Alice qui va envoyer un message à Bob, Alice va avoir sa propre paire de clés publiques d'Alice, clés privées d'Alice, et Bob va aussi avoir sa propre paire de clés publiques de Bob et clés privées de Bob. Lorsqu'Alice veut envoyer un message à Bob, elle doit d'abord récupérer la clé publique de Bob, puis utiliser la fonction de chiffrement avec le message pour avoir comme résultat un message chiffré qu'elle va envoyer à Bob. Quand Bob va recevoir ce message chiffré qui a été chiffré avec la clé publique, avec sa propre clé publique, donc la clé publique de Bob, Bob va pouvoir utiliser la fonction de déchiffrement plus la clé privée, sa propre clé privée, pour avoir le message clair que Alice lui a envoyé. Et ces systèmes sont basés finalement sur des problèmes qui sont difficiles calculatoirement ou combinatoires. Le chiffrement asymétrique va utiliser des problèmes mathématiques qui sont difficiles à résoudre. Donc une fonction est facile à calculer s'il existe un algorithme capable de calculer f de x pour tout x en un temps polynomial en la longueur de x, donc en nombre de bits. Et la cryptographie à clé publique a été inventée en 1976 par Whitefield Diffie et Martin Hellman. La sécurité de la majorité de ces algorithmes dépend de la difficulté de résoudre certains problèmes mathématiques. Et on a trois types, grosso modo, de problèmes mathématiques qui sont utilisés. Vous allez avoir le problème de factorisation d'entiers, sur lequel les algorithmes de RSA et Rabin-Williams se basent. On a le problème de logarithme discret, sur lequel Elgamal et DSA se basent. Et on va avoir le problème de logarithme discret sur une courbe elliptique, où on va se retrouver ici ECC, ECDSA, qui sont des algorithmes qui se basent sur ce problème-là. Donc, finalement, dans tout cela, on va voir l'algorithme de chiffrement asymétrique qui est Diffie-Hellman. Donc Diffie-Hellman, c'est le premier algorithme cryptographique à clé publique qui a été inventé. Sa sécurité dépend de la difficulté de calculer les logarithmes discrets. Il est considéré comme sûr à condition d'utiliser une clé suffisamment longue et un bon générateur. Et il est utilisé pour la distribution de clés. En d'autres termes, il va permettre d'engendrer une clé secrète pour ensuite qu'on va utiliser avec un algorithme de chiffrement symétrique. Son fonctionnement va être le suivant. Au départ, Alice et Bob vont se mettre d'accord sur un grand nombre premier P et un entier G, de telle façon que G soit entre 1
et P-1. Et ces deux entiers n'ont pas à être secrets, ils peuvent être publics, ils peuvent même être partagés à un groupe d'utilisateurs. Ensuite, Alice va choisir un nombre secret aléatoire x qui va être aussi entre 1 et p, hein, et p-1 pour être plus exact, et Bob va choisir un autre nombre secret z qui va être de la même manière entre 1 et p-1. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que on aura P et G qui sont publics, ou qui peuvent être publics. Hein. Alice va choisir son nombre secret, puis elle va calculer la valeur AY qui est égale à G à la puissance X mod P, et Bob de son côté va choisir son nombre secret Z, et il va calculer BY qui va être égal à G à la puissance Z mod P. Ensuite, Alice va envoyer AY à Bob, et Bob va utiliser ce AY pour calculer la clé partagée KAB en faisant AY à la puissance Z mod P. Et Bob va faire de même, va envoyer BY à Alice, et ça va permettre à Alice de calculer KAB qui va être égal à BY à la puissance X mod P. Les deux valeurs qui vont être calculées par Alice et Bob sont les mêmes, qui sont G à la puissance X fois Z modulo P. Et si quelqu'un était en écoute ici, à ce niveau-là, il aurait P et G et il pourrait intercepter AY et BY. Néanmoins, on ne peut pas, en interceptant AY, BY et en connaissant P et G, retrouver le nombre secret X ou le nombre secret Z, puisqu'on ne sait pas calculer le logarithme discret de G à la puissance Z mod P ou G à la puissance X mod P. Alors avant de continuer avec un exemple numérique, je veux expliquer comment on va calculer A à la puissance X mod N. Donc pour cela, on va écrire X en binaire comme étant EK, EK-1, EK-2, etc. jusqu'à E0. C'est les bits de X, hein, donc c'est X écrit en binaire. Et puis on va initialiser une variable z à 1. Et puis pour i égale à k, jusqu'à i égale à 0, on va faire et i moins moins, donc on va incrémenter en diminuant à chaque fois. Si ei, donc si le bit est égal à 1, alors z va recevoir z au carré fois a mod n. Sinon, donc le bit est égal à 0, z va recevoir z au carré mod n. Et quand on finit cette boucle, on va avoir ax à la modulo n va être égal à z, donc la valeur z qu'on aura calculée. Donc si je prends l'exemple suivant pour Diffie-Hellman, soit Alice et Bob qui ont choisi P égale 419 et qui ont choisi le générateur G, donc la valeur G est égale à 7. Alice va choisir un nombre aléatoire X qui est égal à 178 et elle va calculer AY. Pour cela, elle va devoir faire 7 à la puissance 178 modulo 419. Donc on va d'abord écrire 178 en binaire, qui sera égal à 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Puis, on va pouvoir mettre sous forme de tableau les bits de EI et en contrepartie, à quoi correspond la valeur de Z. Donc, pour le premier bit, le bit de poids fort, on va avoir 1. Pour cela, Z va être égal à Z au carré fois le message. Donc là, ça va être 1 au carré, puisque z est initialisé à 1, fois 7, donc modulo 419, donc ça nous donne 7. Le bit suivant, c'est 0, donc ça va être égal à, on prend z au carré, puisque le bit est à 0, c'est juste z au carré modulo 419, donc ça va être 7 au carré 49, modulo 419, 49. Puis le bit suivant, c'est un 1, ça va être égal à 49 au carré fois 7 modulo 419, ce qui nous donne 47.
Le bit d'après, c'est un 1, donc ça va être encore une fois z au carré fois 7, donc 47 au carré fois 7 modulo 419 qui nous donne 379, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au dernier bit de poids faible, et ça va nous donner z est égal à 208, ça veut dire que AY est égal à 208. De la même manière, Bob va choisir un nombre aléatoire. Il va choisir z est égal à 344. Et il va calculer BY. Donc pour cela, il doit calculer 7 à la puissance 344 modulo 419. Même chose, il va écrire 344 en binaire et il va faire de la même manière que tout à l'heure le calcul précédent. Donc, quand EI est égal à 1, alors z reçoit z au carré fois le numérateur, donc ici ça va être fois 7 modulo 419, et donc ça va être 1 au carré fois 7, ça donne 7, et quand EI est égal à 0, z va recevoir z au carré modulo 419, donc 7 au carré modulo 419, ce qui nous donne 49. Et on va continuer ainsi jusqu'à arriver au dernier bit, qui est 0, le bit de poids faible ici c'est 0, et ça va être égal, z va recevoir 49, et donc à ce moment-là, BY va être égal à 49. Donc Alice et Bob vont s'envoyer le AY et le BY. Lorsque Alice va envoyer AY, Bob va calculer la clé partagée KAB comme étant 208, donc AY, à la puissance Z, donc 344, modulo 419, et ce qui nous donne 107. Pour cela, on va utiliser exactement le même algorithme pour le calcul que tout à l'heure. Donc on va écrire 344 en binaire, et ainsi de suite. Puis Bob aussi va envoyer BY, et Alice va de son côté calculer la même valeur. Donc BY est égal à 49, donc 49 à la puissance le x d'Alice, donc à la puissance 178, modulo 419, et ça nous donne 107. Donc à partir de maintenant, Alice et Bob vont avoir une clé secrète, une clé partagée qui est égale à 107, et qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire du chiffrement symétrique. Finalement, la sécurité de Diffie-Hellman, de l'algorithme de Diffie-Hellman, est sensible au choix du grand nombre premier P, du générateur G et de la taille des exposants secrets. Donc, dans l'exemple précédent, c'est ce que Alice avait choisi un nombre aléatoire X et Bob avait choisi un nombre aléatoire Y. C'est de ça qu'on veut parler quand on parle de l'exposant secret. Et les résultats de recherche ont conclu qu'il est presque impossible de calculer le logarithme discret relatif à un nombre premier, et donc le travail nécessaire pour accomplir cette tâche est approximativement égal ou légèrement supérieur à celui nécessaire pour factoriser un nombre composé de la même taille. En pratique, si le même nombre premier est utilisé pour un grand nombre d'échanges, il doit être d'une taille supérieure à 512 bits, de préférence on va utiliser un P, donc le nombre P premier, de préférence va être écrit sur 1024 bits. Et les chiffrements asymétriques dans leur globalité vont avoir finalement si on revoit le chiffrement asymétrique, c'est qu'on n'a plus le problème de comment partager les clés entre nous, puisque si on regarde bien ce schéma, finalement, on se rend compte que maintenant, on n'a plus le problème de comment partager la clé secrète, la clé de déchiffrement, puisque la clé de déchiffrement va rester auprès de Bob. C'est la clé privée de Bob. Et la clé de chiffrement peut être connue de tout le monde. Elle peut être publique. On n'a plus ce problème-là. Maintenant, un autre problème qui se pose dans le chiffrement asymétrique, c'est le fait que le chiffrement et le déchiffrement sont lents. En d'autres termes, ils prennent beaucoup plus de temps pour chiffrer et déchiffrer que le chiffrement symétrique. Et on arrive à cette dernière partie, donc la dernière partie de cette vidéo et du chapitre en entier, qui est le hachage. Donc, une fonction de hachage est une fonction qui a en entrée une chaîne de caractères d'une longueur quelconque
et va produire un résultat de taille fixe qu'on appelle une empreinte. Les fonctions de hachage sont aussi parfois appelées fonctions de condensation, puisqu'ils prennent quelque chose de grand et vont le condenser en un résultat petit, sont des fonctions permettant d'obtenir un condensé ou résumé de message ou hash. Généralement, la plupart du temps, les gens vont utiliser le mot hash pour parler du résultat de la fonction de hachage. Les fonctions de hachage peuvent être employées comme générateurs cryptographiques pseudo-aléatoires pour produire plusieurs clés à partir d'une clé unique partagée, pour vérifier l'intégrité des données, comme étant un élément de la signature numérique. Et les fonctions de hachage sont unidirectionnelles, ce qui permet de garantir que même si un attaquant découvre une valeur M1 à partir de H1, telle que H de M1 est égal à H1, il n'en découvrira pas d'autres, donc M2, M3 à partir de H2, H3. Il n'y a pas moyen de retrouver de manière systématique les messages de départ. Une fonction de hachage à sens unique H est une fonction mathématique qui va avoir les propriétés suivantes, avec M est un message arbitraire et H un condensat, tel que H est égal à au résultat de la fonction de hachage de M. Donc, étant donné M, il est facile de calculer H. Étant donné H, il est difficile de calculer M. Et étant donné M, il est difficile de trouver un autre message M', tel que H de M est égal à H de M'. Et si on trouve deux messages différents qui vont avoir le même H, on va appeler ça une collision. Donc une fonction de hachage cryptographique va avoir finalement en résultat une empreinte de taille fixe qui va dépendre de l'algorithme de chiffrement qui va être utilisé. Si on utilise MD5, ça va être une fonction, ça va être un résultat qui va être sur 128 bits. Si on utilise SHA1, le H va être sur 160 bits. Si on utilise SHA 256, le H va être sur 256 bits. Si on utilise SHA 512, le H va être sur 512 bits et ainsi de suite. Et il est difficile de trouver des collisions. Pour que ce procédé soit sûr, il doit être impossible de construire deux messages M1 et M2 qui conduisent à la même valeur de hachage. En d'autres termes, on ne veut pas avoir la possibilité de construire un deuxième message qui va avoir aussi du sens, et qui va avoir la même valeur de hachage que le premier message. Il est calculatoirement impossible de trouver un antécédent par la fonction. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la fonction de hachage n'est pas inversible. Donc je ne peux pas inverser la fonction de hachage. Je vous avais dit que le hachage peut être utilisé pour la vérification de l'intégrité des données. En fait, une manière de le faire, c'est un exemple que vous avez peut-être vu ou que vous voyez. Imaginons que vous allez télécharger une version du système d'exploitation Linux. Quand vous allez télécharger, vous allez sur le site web on va parler de Ubuntu. Vous allez sur le site web d'Ubuntu, vous choisissez la version d'Ubuntu que vous voulez télécharger, et vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir le lien qui va vous permettre de télécharger le fichier, mais vous allez aussi avoir une valeur. Il va y avoir généralement MD5, 2 points, et une valeur, et puis, ou alors SHA 256 et une valeur. Cette valeur-là, c'est elle qui va vous permettre de vérifier l'intégrité du fichier une fois que vous l'aurez téléchargé. Donc vous avez téléchargé le fichier, j'ai téléchargé la version d'Ubuntu que je veux télécharger, je vais calculer le résultat du hachage, par exemple avec la fonction de hachage MD5 sur ce fichier. Ensuite, je vais comparer le résultat que j'ai calculé avec la valeur du MD5 qui est mis sur le site web. Si ces deux sont égaux, alors on peut dire que le fichier que j'ai téléchargé et son intégrité est bonne, qu'il n'y a pas eu de modification, d'erreur lors du téléchargement. Si les deux valeurs de H sont différentes, alors il y a eu un problème lors du téléchargement et donc mon fichier est corrompu.
Et c'est comme cela qu'on va terminer cette vidéo. Donc je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Bye!